15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, comédienne française. Vous l'avez découverte entre autres en tant qu'Amélie Duvernay-Carton dans la série Nos chers voisins sur TF1 qui ont largement contribué à la faire connaître du grand public. Sur les planches aujourd'hui, Christelle Reboul vient nous présenter sa pièce Les collectionnistes de François Barluet, mise en scène par Christophe Lidon. C'est au Théâtre du Petit Montparnasse. L'occasion comme toujours de découvrir notre invitée aujourd'hui en direct sur nos réseaux radioj.fr et sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Christelle Reboul. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Cette émission a un ADN très précis, bien sûr votre actualité, mais tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Je dirais liberté, je dirais prière et je dirais vie. Vie. Et ces 3 mots, ils me font penser à votre personnage d'Amélie Duvernay. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imaginais tout à fait répondre ça. Oui, on va voir alors si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Le début, toujours le début. Christelle Reboul, vous êtes née un 19 avril dans les années 70 à Montpellier. Ça nous fait un point commun. Quel genre d'enfance, vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? J'ai grandi dans une famille protestante assez rigide. J'ai dû m'en défaire, mais ça m'a apporté, je pense, un sens du sacré qui m'aide aujourd'hui. Donc il y a la prière importante. C'est vrai. Oui. Quel genre de petite fille vous étiez? J'étais, je pense, très vive et en même temps très méfiante, un peu sauvage. Et j'aimais beaucoup la campagne, j'aimais faire des cabanes, j'aimais la nature, beaucoup. Les animaux, j'ai toujours adoré les animaux, ça continue. Je cherchais quelque chose, je cherchais la vérité, ça c'est ce qu'on m'a dit depuis toute petite, et c'est vrai que c'est quelque chose que je cherche encore, même si maintenant c'est différent, parce que après tout, il n'y a pas que la vérité qui est essentielle au fond. J'imagine alors que le théâtre arrive très tôt dans votre vie. En tout cas, vous avez envie de sortir de quelque chose et de dire des choses très tôt. Et sans doute que la comédie est un bon exutoire pour vous. Oui. Au-delà de ce que j'ai dit sur qui j'étais petite, j'étais aussi par rapport aux autres. Et notamment à l'école, j'étais assez réservée. Et c'est en 6e que j'ai découvert le théâtre grâce à un atelier où il y avait un intervenant comédien. Et j'essaie aujourd'hui, là justement, j'ai commencé aujourd'hui, j'essaie à mon tour redonner ce qu'on m'a donné. Enseigner auprès d'enfants de primaire, là en l'occurrence, des CM2. Oui, parce qu'on m'a donné quelque chose de très précieux, on m'a donné la possibilité de sentir où ça vivait pour moi, en fait. Et tout d'un coup, être sur scène, être regardée. J'ai senti des espèces de picotements partout en me disant c'est là où j'ai la sensation de vivre, d'exister. Ouais. Oui. Donc oui, ça m'a libérée. Est-ce que vous allez suivre une formation? Vous allez être autodidacte? Non. J'ai fait un conservatoire, le conservatoire de Nice. Puis après, j'ai fait d'autres écoles à Paris, l'atelier international Blanche Salan Paul Weather. Donc avec une autre façon d'aborder les choses, une vision plus acteur studio entre guillemets. J'ai fait aussi du clown, j'ai du masque. J'ai essayé de chercher différents outils pour exprimer, qui vous servent très certainement aujourd'hui quand on voit votre jeu de scène. On va en parler bien sûr dans un instant. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier rôle en tant que comédienne, qui généralement, les premiers pas ont leur importance quand on démarre une carrière, soit pour nous dire, bon,
c'est pas ça qu'il faut faire, ou alors au contraire pour confirmer que le vœu que l'on a au départ, c'est la bonne route. Oui, c'est Chérubin. Dans le mariage de Figaro, c'est donc le rôle d'un garçon, en principe d'un jeune garçon, mais qui dans la tradition est confié à une jeune femme. Et ce chérubin, à un moment donné, fait sa déclaration d'amour à la comtesse. Et donc, je vous aime par-delà les nuages, par-delà le vent, etc. C'est magnifique. Et c'était pas du tout prévu dans la mise en scène, mais je sais pas, quelque chose. En tout cas, je me suis sentie poussée au centre de la scène, même en avant-scène, tout au bord. Et là, c'est ce que j'ai ressenti, ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'est une espèce de picotement intense. Et au final, en montant sur scène, encore aujourd'hui, c'est ça que je cherche. Est-ce que le picotement, il est derrière la nuque ? Il est sur tout le corps. Ouais. Mais c'est vrai qu'il commence souvent au niveau derrière des cheveux, etc. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui vient nous chercher. Avant les planches, il y a aussi la caméra qui vous engage avec un tout premier rôle dans un court-métrage intitulé Mon ange de Jacques-Hervé Fichet. Vous avez 22 ans. Quel souvenir cette émotion-là avec la caméra la première fois ? Alors, c'est pas avant les planches, parce que c'est d'abord par le théâtre que j'ai commencé, mais alors Mon ange, c'était, en fait, le réalisateur m'a avoué après qu'il m'avait choisi parce que je lui rappelais Bernadette Soubirous. Ah. Alors, je sais pas, il avait donc certainement vu il avait un portrait de Bernadette, je ne sais pas, dans sa chambre, je ne sais pas. Mais c'est vrai Vous savez qu'il y a eu un spectacle sur elle il y a pas longtemps. Oui, je sais, j'ai produit par Gad Elmaleh. C'est vrai, ça doit être formidable, je suis sûre. Oui, je suis sûre. Ça a cartonné. Ah ouais. Et mais en même temps, voilà, ça m'étonne pas parce qu'il y a quelque chose du sacré en fait qui apparemment est là pour moi. Ce mot revient une nouvelle fois. Un autre rôle, quelques années plus tard au cinéma, dans Je m'indiffère d'Alain Rudaz, et puis vous cumulez divers rôles dans des séries, téléfilms, à la télévision et sur les planches. D'abord sur le petit écran, une quinzaine de rôles, mais 2 font que l'on vous identifie puisque vous les avez occupés pendant quelques années. D'abord celui qu'on va écouter. Celui de Delphine Delobel dans la série Ici tout commence pendant les 3 premières saisons. Est-ce que vous avez aimé ce rôle-là que vous avez suivi à un long moment quand même ? Oui, effectivement. Oui, c'était un rôle passionnant parce que c'est le rôle d'une femme qui bat son enfant. Voilà. Et c'est quelque chose que je n'avais pas abordé. C'est une femme qui n'arrive pas à se contrôler, qui sent monter en elle comme ça une espèce de violence et au lieu d'arriver à trouver la distance, parce que je pense qu'au final tout le monde peut sentir à un moment donné des montées comme ça, mais elle n'arrive pas à se dominer, elle n'arrive pas à gérer. Et donc voilà, c'est cette histoire-là. Un autre rôle aussi, celui d'Amélie Duvernay-Carton dans la série Nos chers voisins, entre 2012 et 2017, où on vous a adoré dans le rôle de cette voisine rouquine, un peu coincée, mais pas tellement, à la fois au caractère trempé. Ça nous manque, ce rôle-là, quand même, Christelle Reboul. Est-ce que ça vous manque ? Parce que ça a duré quelques années aussi. Ça a duré 5 ans de tournage, 5 ans de bonheur. En plus, en même temps que je tournais ça la journée, le soir, je jouais la religieuse. Et oui. Donc finalement, pas très loin. Voilà, une adaptation de Diderot. Pas très loin, c'était, on peut dire quand même, le noir et le blanc, Mr. Jekyll, Mr. Hyde, dans ces 2 personnages. Mais voilà, ça a été... Puis j'ai eu ma fille en même temps. Enfin, ça a été des années, mais d'une intensité dingue, avec mes partenaires, dont Isabelle Vitari, qui est restée une immense amie, et on a ri énormément. Oui, c'est un super personnage, une superbe équipe, une superbe expérience qui m'a aussi apporté cette jolie popularité, qui me permet aujourd'hui d'avoir de jolis rôles, et notamment au théâtre. Donc, je pense très sincèrement, Christelle Reboul, que même s'il n'y avait pas eu la télévision pour vous, le théâtre aurait quand même été là, parce que tout à fait. Vous êtes une personnalité très singulière dans votre jeu de scène. Je pense que c'est très atypique. On peut même imaginer un rôle rien que pour vous. Vous avez une voix, vous avez un style, vous êtes très reconnaissable, et ça vaut de l'or dans ce métier, c'est vrai. Merci. D'ailleurs, je sais aussi que votre voix est un objet de travail, puisque vous faites aussi
aussi du doublage. Alors j'en fais Ouais. plus depuis une vingtaine d'années. Mais ça a duré quand même Mais un petit moment. oui, j'en ai fait 7-8 ans, et notamment des dessins animés. Et C'est j'ai ça. adoré Barbie. faire ça. Il y a eu Barbie. Mais vous savez tout. J'ai adoré savoir ça. Et alors, pour Ouais. ceux qui nous écoutent, une voix très reconnaissable, celle d'Alison Hannigan dans American Pie 2. C'est quand même une personne qu'on a vue dans Buffy contre les vampires pendant des années. Cette voix-là dans American Pie, on s'en souvient très bien quand on a vu ce film américain. Et de savoir que c'est vous aujourd'hui, j'ai trouvé ça complètement fou. En travaillant Ouais. cette émission, je me suis dit waouh, mais Alors c'était sa j'ai voix. fait que le 2 justement. Oui, Et parce que la comédienne qui d'habitude oui, faisait sa voix. ne pouvait pas le faire cette fois-là. Et c'est marrant parce qu'on on en parle quand même beaucoup de Voilà. ce... Parce que c'est ancré. Comment vous avez intégré ce milieu très fermé qu'est le doublage? Il faut le dire, c'est une toute petite machine. C'est un rêve pour beaucoup d'entre nous qui faisons de la radio. C'est vrai, c'est un rêve. Ouais, vraiment. En fait, je pense qu'à l'époque, donc ça remonte, je débarquais à Paris, moi donc j'étais dans le sud, je débarquais, etc. Je voulais évidemment pouvoir gagner ma vie aussi en tant qu'actrice et me libérer du lien familial, être donc totalement autonome. Et donc, j'y suis pas allée par quatre chemins, je suis rentrée dans un studio de Big Brothers. Je suis rentrée. Très bien. Je suis allée boire un café et j'ai rencontré une femme, une femme d'un certain âge. Et malheureusement, son nom ne me revient plus maintenant. J'aurais aimé, même si maintenant, aujourd'hui, elle n'est plus là, mais voilà. Et elle m'a parlé, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà mon désir. Elle m'a dit, viens, allez, viens. Incroyable. Et elle m'a amenée sur son plateau. Elle était directrice de plateau. Et elle m'a essayé. Elle a dit, ok, super, reviens. Et elle m'a fait bosser. Elle m'a donné des petites ambiances. Et voilà, j'y suis allée au culot à la rencontre, en Est-ce fait. qu'à ce moment-là, vous vous dites, ok, je viens d'arriver à Paris, j'ai envie de m'en sortir, mais là, quand même, la chance me sourit? Ou vous vous dites, je dois la provoquer, cette chance, parce que sinon, ça ne viendra pas? Les deux. Mm. Je pense qu'en fait, on a envie de la provoquer, mais on a envie qu'elle vienne à nous aussi. En tout cas, cela arrive pour vous, Christelle Reboul. Côté théâtre, vous avez fait partie de la troupe de Roger Louret, Oui. Les Baladins en Oui. Agenais, qui vous fait un point commun avec quelques artistes que Oui. j'ai reçus ici, Elie Semoun, Nicolas Briançon ou Oui. encore Christelle Chollet. Oui. Sans doute vous êtes croisés, Ah vous oui, avez travaillé ah oui, ensemble. ce sont des amis. Vous avez sans Oui. doute des jolis souvenirs. Une quinzaine de pièces au théâtre sous la direction de grands metteurs en scène tels que Jean-Luc Moreau, que j'embrasse, Jean-Pierre Dravel et Olivier Massé, Thierry Harcourt. Et on trouve aussi Christophe Lidon Ah qui oui. vous a guidé par 4 reprises. Oui, et c'est pas fini. Et c'est pas fini puisque ça continue aujourd'hui avec cette pièce. Les collectionnistes, quand il y a Lidon, il faut se le dire, c'est un gage de qualité de la pièce quand même. Ah bah évidemment, moi c'est un metteur en scène avec qui j'adore travailler. C'est devenu un ami. C'est quelqu'un qui a un sens esthétique rare et qui a un sens évidemment de la direction d'acteur dingue. Il arrive, en fait, il considère. En fait, ça me fait penser au premier mot des lettres de la religieuse portugaise qui tout simplement considère mon amour. En fait, elle commence comme ça. Et je sais pas, ce mot considérer, c'est l'une des choses la plus essentielle. C'est-à-dire qu'on considère tout, on considère chaque mot, comme Christophe Lidon le fait, mais on considère l'autre dans sa pensée, dans son corps. On considère les silences. On donne, on tâte le poids des choses. Voilà. Et ça, Christophe, il le fait d'une manière folle. Est-ce que c'est justement ça que vous êtes allé chercher sur scène? Oui. Et je suis allée le chercher, je dois dire, d'une manière tout à fait particulière sur cette pièce-là. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être c'est parce que je viens d'avoir 50 ans. Je sais pas. Et je voulais rien louper. Je voulais tout sentir. Parce que, évidemment, plus on sent, plus des choses nous échappent, en fait. Et plus des choses nous échappent, plus on parle aux gens.
En tout cas, Christelle Reboul, cette pièce, vous l'avez bien en main, si je peux dire ça comme ça. On vous retrouve dans cette pièce Les Collectionnistes depuis le 15 janvier. C'est une pièce écrite par François Barluet, mise en scène, donc on l'a dit, par Christophe Lidon. Vous êtes aux côtés de Christophe Demareuil, Frédéric Imberti, Victor Bourrigaud au Théâtre du Petit Montparnasse. Je donne les jours, c'est le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Alors pour comprendre cette pièce, il faut quand même aller à la base. Soyons francs, partir d'un personnage, d'une personne qui a existé. Il y a à peu près 100 ans disparaissait Paul Durand-Ruel. C'était un marchand d'art au destin assez hors du commun, un pionnier qui a su par son flair, sa ténacité aussi, très importante, qu'on ressent vraiment dans cette pièce où finalement c'est un peu pris tel et qui croyait prendre et puis ça se retourne à un autre moment et qui vient lui révolutionner le marché de l'art. Oui. Est-ce que cette histoire, je me suis demandé, c'est une histoire vraie, de bout en bout, ou imaginée quand même au milieu? On peut dire ça comme ça, on va la détailler dans un instant. L'histoire du couple? Le couple a existé, oui. Mais est-ce que le retournement un peu de situation avec vous qui prenez un peu la main a été une réalité? Alors ça n'a absolument pas existé, pour la bonne et simple raison que Jeanne ou Eva, mais là, elle s'appelle Jeanne dans la pièce. Donc la femme de Paul Durand-Ruel, au moment de la pièce, c'est-à-dire en 1874, c'est-à-dire lors de l'exposition des impressionnistes dans les ateliers de Nadar, est morte déjà. Elle est morte depuis 3 ans. Elle est morte à 31 ans, 30 ans. Elle attendait son 6e enfant et elle est morte, voilà, ils sont allés à l'opéra, elle a contracté une maladie pulmonaire et elle est morte très très rapidement. Et François Barluet, c'est là où est sa force, je crois, entre autres, a su fictionner tout ça. Et peut-être parce que justement, elle était morte, il s'est autorisé en fait à lui raconter une jolie histoire. Une jolie histoire, mais en partant de choses concrètes. Les racines, il les a pris de manière forte. Elles existent. Ce qui existe, à mon avis, de manière évidente, c'est l'amour que Paul et Jeanne avaient entre eux. Puisque Paul, à la mort de sa femme, pourtant avec 5 enfants, il ne s'est jamais remarié. Et tout ce qu'on peut voir, sentir. Moi, j'ai lu la biographie aussi de Pierre Assouline, Grâce lui soit rendue, qui est une biographie magnifique sur Paul Durand-Ruel. Cet homme donc visionnaire, passionné de peinture, qui a su... c'est grâce à lui, heureusement qu'il y ait des hommes comme ça qui existent. C'est grâce à lui que les impressionnistes existent aujourd'hui. C'est ça. Ça tient à pas grand-chose, en fait, que quelque chose survive autant. C'est ça, c'est-à-dire que on va y venir. L'histoire, elle se déroule donc après 1870, où Paul Durand-Ruel, marchand de tableaux réfugié à Londres, rencontre Claude Monet. De retour à Paris après la guerre, c'est là où nous nous retrouvons avec vous. Monet lui présente Renoir, Degas, Pissarro, de jeunes peintres dont lui, et seulement lui, j'ai envie de dire, perçoit le génie, la modernité. Et vous, Jeanne, donc la femme de ce marchand d'art, peut-être pas vraiment encore célèbre à l'époque, en tout cas comme il est devenu par la suite, vous accompagnez votre mari, vous le chérissez, vous l'encouragez en théorie, sauf que dès le début de la pièce arrive le tableau de trop, et pas des moindres. Un nu, une baigneuse de Renoir, que son mari est en train effectivement d'admirer. Il a passé vraisemblablement une nuit blanche avec ce tableau, mais aussi avec peut-être Renoir, Monet. Ils ont bu, ils ont peut-être assisté, il a peut-être assisté à une pose de nu et les peintres ont peint. Elle est jalouse, tout simplement. Elle est jalouse parce qu'elle n'a plus elle ne ressent plus la place qu'elle a auprès de son homme. Et elle sent que son homme lui échappe, qu'il est complètement amoureux de sa passion, amoureux de ses peintures, de ses nus en plus. Donc voilà, elle est dans une sorte de panique. Donc ce qui évidemment est très très bien, c'est très bien fait de la part de François Barluet, mais aussi de Christophe Lidon, qui ont su justement. C'est pas parce qu'elle est contre cette peinture, c'est qui est le regard en fait des gens de l'époque. Les gens de l'époque ne comprenaient pas cette nouveauté. Et aujourd'hui même, certainement, toujours ce qui est nouveau, ce qui est étranger,
on s'en méfie. Tout à Donc fait. c'est le regard de Jeanne. Mais justement, elle n'en est pas pour le moins idiote, puisqu'aujourd'hui on sait la valeur de ses toiles. Donc ce qui pourrait, elle est juste amoureuse de son homme. Et elle lui dit, je vais donc devoir vivre avec elle. Et après, elle lui dit, tu m'aimes encore. Elle lui reproche un peu tout pour essayer de se sortir de ce tableau, quelque part, en lui disant qu'elle lui reproche de ne pas s'occuper assez de ses 5 enfants au détriment de ses enfants, et il s'occupe de son travail, de sa passion. Elle décide de faire chambre à part pour voir s'il essaye de la reconquérir avec le même intérêt qu'il a que pour ses œuvres. Et l'inventaire, finalement, se transforme en adultère. Il y a un petit peu ça. C'est ça, c'est exactement le mot. C'est l'histoire aussi d'une femme délaissée par la passion de son mari, comme il en arrive très souvent. Et elle lui dit, le retour dans notre chambre se fera qu'après le départ de madame, en lui parlant de ce tableau-là. Alors, c'est ciselé et ça fuse, Christelle Reboul. C'est merveilleux. Oh, merci beaucoup. Vraiment. Je me permets de donner juste quelques phrases sur ce tableau, et après les auditeurs viendront bien sûr vous voir. Elle lui dit, en regardant ce tableau donc de Renoir, c'est une femme qui a l'air gravement malade, une amie d'Auguste, il lui dit, et vous lui répondez, c'était, si elle n'est pas morte, c'était peut-être son amie, mais c'est peut-être leur amitié qui l'est aujourd'hui. Son buste c'est un amas de chair à moitié faisandé dont on perçoit jusqu'à la puanteur. Enfin, vous dormez, mon ami, le buste et le bras sont gangrénés. C'est à l'hospice que cette femme aurait sa place. Elle me rappelle ma mère sur son lit de mort. C'est quand même un passage où vous. Mais elle avait tous ses doigts, elle, au moins. Et c'est ça. Vous devez vous délecter de ce moment sur scène. Ça se sent, en tout cas. Mais oui, non, mais c'est extrêmement bien écrit. Voilà, j'ai une très très belle partition. Comme je disais, à la Feydeau, grâce à Christophe Lidon aussi, j'ai eu la chance de jouer Lucette Gauthier dans Le fil à la patte. Et évidemment, j'ai pensé à Lucette Gauthier pour interpréter cette femme qui a toujours le bon mot, qui a de la répartie. On aimerait tellement dans la vie savoir tout de suite répondre au moment où saisir être très directe comme ça. Et oui, c'est aussi une femme à la Feydeau parce que elle est libre. C'est une femme aussi, c'est contemporaine de Sarah Bernard. Voilà, c'est cette fin de 19e tellement riche dans cette féminité qui commence à se révolter. Et cette féminité, elle est très importante parce que on voit qu'elle a sa place, cette Jeanne. Son mari lui porte un intérêt certain parce que malgré tout, dans ce qu'elle dit, il en prend conscience. Il va jongler avec, quitte à lui faire changer d'avis. Oui, bien sûr qu'il va lui faire changer d'avis. Elle va réussir à aimer son art finalement qu'elle ne voyait pas. Oui, alors moi je pense qu'elle le voyait, mais qu'elle ne voulait pas l'avouer. Mais oui, elle était jalouse. Ouais. Et je pense sincèrement que Jeanne, autant que Paul, a été une visionnaire. D'ailleurs, à la fin, c'est elle qui arrive elle rentre dans une galerie et elle voit une toile en couleur, etc., qui lui plaît beaucoup. Elle l'achète. Pour 3 fois rien, donc, parce qu'elle arrive à négocier aussi. Elle devient elle-même marchande d'art. Et il s'agit de Gauguin. Et oui, on va en parler encore dans cette émission pour se balader au Havre avec Monet ou sur les bords de Marne avec Renoir. Rendez-vous avec vous au Théâtre du Petit Montparnasse pour apprécier Les Collectionnistes de François Barluet, mise en scène par Christophe Lidon. On revient dans un instant, juste après le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le Hamas menace de remettre en question la libération des otages israéliens si l'aide humanitaire mentionnée dans l'accord de trêve signé avec Israël n'est pas acheminée plus vite vers la bande de Gaza. Le groupe terroriste accuse l'État hébreu de retarder les livraisons et ce alors qu'un premier navire turc chargé d'aide humanitaire a accosté cet après-midi à Al-Arish en Égypte. L'Égypte justement ne pourra pas participer à l'injustice d'un déplacement des Gazaouis. C'est ce que souligne aujourd'hui
aujourd'hui son président Abdel Fattah al-Sisi. Une déclaration qui fait suite à la proposition de son homologue américain Donald Trump de déplacer les Gazaouis en Jordanie et en Égypte. Le cabinet du Premier ministre israélien confirme un déplacement de Benyamin Netanyahou à Washington la semaine prochaine, de dimanche à jeudi. Le chef de l'exécutif doit notamment s'entretenir avec le nouveau président des États-Unis. En France, toujours 3 départements sont en vigilance rouge et 4 en orange pour risque de crue dans le nord-ouest de l'Hexagone. Un risque renforcé par le passage de la dépression Ivo. Le criminel Dominique Pellico est convoqué demain par le pôle Cold Case du tribunal judiciaire de Nanterre pour être interrogé sur 2 affaires anciennes dans lesquelles il est mis en examen, 2 viols et un meurtre. Il va donc être extrait de sa cellule du centre de détention où il purge une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour les viols aggravés commis sur son épouse, ex-épouse Gisèle Pellico. Enfin, le gouvernement appelle le Parti socialiste à ne pas prendre le budget en otage après que le PS a annoncé suspendre les négociations du budget 2025. Les socialistes exigent du Premier ministre qu'il revienne sur les termes de submersion migratoire employés hier par François Bayrou à l'Assemblée nationale. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Christelle Reboul et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Diasporama, regard sur le cinéma juif international. Un festival de films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Comédie, histoire, aventure, biopic, avant-première exclusive, Diasporama, du 28 janvier au 10 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Découvrez toute la programmation sur diasporama.net. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, grand virtuose du piano, n'a d'autre choix que de partir jouer en Allemagne pour sauver la femme qu'il aime. Juive, dans une époque qui ne le permet pas. Nous allons sortir votre Rachel de Drancy, mais rien n'est gratuit dans ce monde. Le choix du pianiste, un film de Jacques Ottmesguin avec Zoé Adjani, Pia Lagrange, Oscar Lesage et la participation de Philippe Torreton, Laurence Côte, Andrea Ferréol et André Manoukian. Ils arrêtent tous les juifs de Paris. Le choix du pianiste, le 29 janvier au cinéma. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Christelle Reboul pour la pièce Les Collectionnistes de François Barluet, mise en scène par Christophe Lidon au Théâtre du Petit Montparnasse. Forcément, j'avais envie qu'on en parle encore un petit moment de cette pièce, Christelle Reboul, où ce marchand d'art, finalement, on voit sur scène ce changement de goût artistique pour lui et qui est un élixir de jouvence, clairement, lui qui s'en sentait devenir vieux, interprété magnifiquement par Christophe de Mareuil. Merveilleux, il faut le dire. Il ajoute: ne voyez-vous pas quelle est la peinture de demain? Je me sens comme le point de rencontre entre toutes ces œuvres. Alors pour la forme, il y a les tableaux qui défilent en toile de fond. Vous énumérez toutes les œuvres achetées un peu comme des achats compulsifs face à ce marchand d'art, votre mari qui s'attarde sur une peinture que vous n'aimez pas beaucoup, qui s'extasie un petit peu sur un travail que vous estimez bâclé. Et François Barluet, alors l'auteur de la pièce, a dit une question, posé un constat qui est assez frappant et qui est vrai. Nous sommes tous un jour sortis d'une exposition de peinture avec ce sentiment parfois un peu dérangeant d'estimer n'avoir vu que des croûtes. Pour autant, en était-ce vraiment? Il faut parfois se montrer humble face à la nouveauté. C'est sans doute là tout le talent d'un bon marchand d'art. Bande-annonce. Buste d'une femme de bonne composition n'est pas cet amas de chair à moitié faisandé dont on perçoit jusqu'à la puanteur. Elle a la peau toute croûteuse et les cuisses moisies. J'ai été très flattée qu'il me sollicite. Dois-je comprendre que ce sont Mes cheveux? Vous vous faites passer pour des fous, nous et moi. Et nous avec, regardez. Ces gens sont fous, mais il y a plus fou qu'eux. C'est Paul Durand-Ruel qui les achète.
Croyez-moi, un peintre qui a le sens des tétons est un peintre sauvé. Amen. Ne voyez-vous pas qu'elle est là, la peinture de demain? Je vais donc devoir vivre avec elle. Claude ne parvient toujours pas à trouver un Vous titre. pouvez me dire ce qu'il représente? Saint-Paul. Qui pourrait être assez fou pour acheter cette tartouillade? Hier, les gens ont dédaigné Goya et Delacroix. Si aujourd'hui ils dénigrent Renoir et Monet, c'est de bon augure, non? C'est une merveilleuse pièce que je recommande chaudement. On passe un très bon moment qui nous permet de décrocher avec cette actualité un peu terrible et qui nous ramène à beaucoup de poésie. C'est ce que Lidon a dit vouloir faire sur la mise en forme. Il a réussi à créer un écrin magique avec les lumières de Moïse Hill, bien sûr, toutes les projections de Léonard et puis cette musique qu'on a entendue là, de Cyril Giroux. Il travaille très souvent avec cette équipe artistique et donc Christophe Lidon signe la mise en scène mais aussi la scénographie. Il a un sens de l'image très très fort et c'est vrai que là on est dans la peinture. À un moment donné, donc vraiment, on est baigné dans la peinture. Totalement, avec un jeu de lumière, la comédie étant jouée, avec des bons mots d'esprit. On passe un moment très léger, très agréable. Sur la forme, on le disait, la très belle musique que nous sommes en train d'écouter pour les transitions, où vous appréciez aussi en tenue d'époque, dans un salon d'antan. Oui, il faut le dire, on est immergé totalement dans ces œuvres de ces artistes peintres précurseurs, mais pas encore illustres. On apprend beaucoup sur l'histoire, en tout cas en venant vous voir. Merci Christelle Reboul, l'émission n'est pas finie. On continue de vous emmener au théâtre. Au théâtre. Bonjour Charlène Villemer. Bonjour Cyrielle, bonjour Christelle et bonjour à tous. 60 minutes d'humour, d'art et d'histoire, ça vous tente? Aujourd'hui, je vous emmène à la Comédie Bastille pour son spectacle Le radeau de la Méduse d'Alexandre de Limoges. Aux commandes, Anne Cangelosi, grosses lunettes, cheveux grisonnants et accumulation de colliers. Bref, le look d'une experte en histoire de l'art. Grâce à cette drôle de conférencière, ce tableau de Théodore Géricault n'aura plus aucun secret pour vous. Comment 150 personnes se retrouvent entassées sur ce radeau, subissant la faim, la soif et des émeutes? Et pourquoi Géricault choisit de peindre des cadavres? Mais au fait, en quelle année a été peinte cette toile déjà? Restauration ou Renaissance? Fait historique ou allégorie? On n'a pas toujours le public qu'on mérite. Rassurez-vous, Anne est là pour nous éclairer. C'est en 1818 que Géricault démarre sa plus célèbre toile, Le radeau de la Méduse, et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Qui sont ces hommes? Pourquoi le héros est-il noir et de dos? Et puis, où sont les femmes d'ailleurs? Cachées dans la masse noire au centre? Tiens, rapprochons-nous pour y voir de plus près. Dans la partie basse, les morts, au centre, les épuisés, et puis en haut, ceux qui sont encore aptes à vivre. Ça faisait un vide là dans le coin, et on s'est dit, pourquoi pas? C'est vrai, un cadavre, ça égaye tout de suite le salon. Que voit-on au bout de cette fameuse ligne de lumière? Une petite pointe. C'est une île. C'est un phare. C'est un cap. Non, que dis-je, c'est une... Bah non. Et non, immergé dans l'œuvre de cet artiste précurseur comme les impressionnistes le seront 50 ans plus tard, c'est avec humour et légèreté que ce tableau nous est présenté dans un travail tout en nuances. Cette pièce, elle retranscrit la grande épopée de la Méduse et recèle de petites histoires, comme l'homme nu là, en bas à gauche. Oui, lui, il s'agit du peintre Delacroix lui-même qui a prêté ses traits pour le tableau. Le radeau de la Méduse, c'est un seul en scène, vivant et captivant. Loin de manquer de vie, avec une énergie débordante, Anne Cangelosi nous plonge dans l'histoire et l'art. On embarque à bord de ce radeau théâtral, guidé par les répliques incisives de cette conférencière revêche, mais attachante, n'hésitant pas à faire des liens entre sa vie personnelle, au bord du naufrage, et de ce véritable fait divers qui a défrayé la chronique. Alexandre de Limoges a reçu le prix du meilleur auteur au Festival d'Avignon 2018, et Anne Cangelosi a reçu plusieurs prix, dont celui du coup de cœur de l'Académie française. Christelle, et si le naufrage de la famille Durand-Ruel passait aussi par le radeau de la Méduse? Allez donc jeter un œil du côté de la Comédie Bastille pour découvrir cette pièce drôle et captivante et l'histoire de ce tableau
dans lequel Géricault, tout comme Monet ou Renoir, bouscule les codes de son époque. Merci beaucoup, Charlène Villemer. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ethan Lalouz. Le billet du jour. Bonjour Ethan. Bonjour tout le monde, bonjour Christelle. Christelle Reboul, vous êtes née dans les années 70 et c'est ma décennie préférée du XXe siècle. Je l'aime énormément parce que je trouve que c'est le symbole de la liberté, de la mode, de la joie, de l'émancipation. C'est aussi le symbole de la chanson française. Pour moi, les années 70, c'est aussi les années d'Enrico Macias. Voilà. Il a brillé pendant cette période-là. Il était à la musique ce que Zidane était au football en 98. Il était à la musique ce que Teddy Riner était au judo en 2010. Il était à la musique ce que P. Diddy était à la pédophilie en 2025. Wow. Le plus fort. Et c'est ma dernière chronique, sûrement, que je fais là. Moi, je suis un grand fan de musique. À Enrico, évidemment, pas de P. Diddy. Mais j'aimerais prendre 2 minutes, sincèrement, pour parler de lui parce que j'ai lu une info de dingue récemment sur lui. J'ai lu qu'apparemment en 2011, dans la maison de Ben Laden, ils ont retrouvé des CD d'Enrico Macias. C'est vrai. Et je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou parce que non seulement c'est fou, mais en plus ils ont interviewé Enrico Macias. Et dites-vous, il y a une interview d'Enrico qui existe où il dit bon, c'est vrai que moi je fais de la musique pour tout le monde. Ben Laden, j'ai été étonné. Au début, j'ai cru que c'était un canular de mon petit-fils, Hamar. Après, je me suis dit bon, peut-être c'est vrai. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il a commis les atrocités avant ou après avoir écouté la musique? Il a dit ça vraiment. Je te jure, c'est vrai. Et c'est pour ça que je l'aime, Enrico. C'est qu'il est niais, il est sans filtre, il est sincère, tu vois. Enrico, c'est vraiment le grand-père que tu as envie d'avoir. En plus, moi, c'est... Ah, ok, wow, il y a une petite musique qui se lance. Génial, on arrête la chronique, on met Enrico. Ah non, on vous écoute. Non, mais j'ai eu la chance d'aller à un concert à lui il y a pas longtemps. 3 heures de concert, franchement, personne fait ça, c'est une rockstar. D'ailleurs, s'il y a un biopic sur lui, je veux bien le faire. Je sais très bien faire l'accent de Constantine, voilà. Mais ce que j'aime le plus, en tout cas, dans ses concerts, c'est son public. Il a un public qui a vieilli avec lui et ça régale. Moi, je t'explique, quand je suis allé là-bas, il y avait un vieux monsieur juste devant moi. Il y en avait un derrière, à droite, à gauche aussi. Il y en avait un sur scène, le musicien évidemment. Mais celui-là devant moi, il était intéressant parce qu'il a rien vu du concert. D'accord ? Il a rien vu de tout le concert. Il était en mode, je vais tout filmer. D'accord ? Donc il était avec son téléphone comme ça. Ouais. Il était avec son téléphone sur l'appli vidéo. Sauf qu'il a jamais appuyé sur le bouton rouge pour enregistrer. Et moi, vous savez, je suis une bonne personne. Alors, je lui ai rien dit du tout. De toute façon, il oubliera. Il avait l'air d'avoir Alzheimer. Mais moi, je suis vraiment horrible. Je suis horrible, mais je kiffais trop le concert. Pendant les chansons, c'était incroyable. Juste petite galère, si j'avais un truc à dire à Enrico, c'est entre les chansons, tu sais, les chanteurs ils disent des trucs, ouais, genre cette chanson je l'ai écrit là, je l'ai écrite dans cet endroit, ça me fait penser à telle personne. Et lui en fait des fois, il oubliait complètement qu'il avait le micro, il était en mode et en Algérie, j'avais ma tante là. Le 06 60 Ben Laden, il était là et c'est pour ça il est entier, c'est ça qu'on aime chez lui, tu vois. Et à la fin du concert, dernier truc qui m'a marqué, ce qui était extraordinaire, c'était 3 heures de show, c'était incroyable et il s'est lancé dans la chose la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie. Il y avait 25 musiciens sur scène. Il s'est dit, je vais tous les remercier en les citant avec leur nom et leur prénom. Maintenant, même moi, si j'avais 25 gosses, je me rappelle pas de tous les prénoms. Donc, ce qui devait arriver arriva. Il y avait 3 jeunes choristes comme ça. Et il a dit, et maintenant, faites du bruit pour... Comment tu t'appelles déjà? Mélissa. Ah, Mélissa, je connais ton père. Je me rappelle très bien. Tu étais toute petite. On te faisait manger la rissa pour te rendre fort un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Je l'aime trop, Enrico. Je l'aime trop. Et au final, si je parle de lui devant vous, Christelle, c'est pas pour rien, à vrai dire. J'ai l'impression que, comme Enrico, les personnages que vous proposez, ils sont intemporels et accessibles à tous. Wow, c'est un vrai compliment. Exactement. Non, en vrai, sincèrement, parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, là, il y a 4-5 ans, je regardais la série Nos chers voisins avec mon petit cousin, ma tante et ma grand-mère. Et quand vous passiez à l'écran, on se marrait tous parce qu'il y avait une évidence dans le personnage et dans la façon dont vous jouez avec votre corps. On voyait tout de cette voisine, on la connaissait tous, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir fait cette chronique devant vous. C'est parce que c'est aussi un baromètre du chemin parcouru pour moi. Quand j'étais plus jeune, je rigolais quand je vous voyais dans ma télé. Et aujourd'hui, on rigole ensemble. Donc c'est trop bien. Par contre, j'espère quand même que quelqu'un a appuyé sur le bouton rouge pour enregistrer la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup, Ethan Lalouz. Il y a des dates à donner. Je crois que vous êtes sur scène. On a très envie de venir vous voir.
Alors oui, je joue les mercredis 21h à la Petite Loge. Donc je joue ce soir. C'est un tout petit théâtre à Paris, c'est 25 places. C'est la meilleure salle de Paris pour commencer. Ouais, je crois que c'est 10 à 12 places, si je dis pas de bêtises. Non, 12, c'est peut-être un peu plus. Non, c'est 25. C'est vrai, c'est 25 maximum. Après, peut-être quand tu viendras me voir, il y aura que 10 personnes. Non, c'est 25 places. Je me souviens que c'était très petit, mais c'est très agréable cette salle-là, parce que déjà on apprend à connaître tous nos voisins. On peut tous se parler. C'est vraiment extrêmement convivial. Donc je vous recommande chaudement et je recommande aux auditeurs de venir vous voir dans cette salle. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur pour faire ses armes avec une salle petite et agréable. La Petite Loge, c'est 2 rue de la Bruyère dans le 9e arrondissement de Paris. Très bien, pour les auditeurs. Et peut-être au Fridge ou d'autres salles Pour la petite parenthèse, vous avez vu Gad Elmaleh il y a quelques jours? Oui, on a fait. Il a un nouveau club qui s'appelle Chez Michou à Pigalle, justement. C'est pas loin de la Petite Loge. Et du coup, j'ai eu la chance d'ouvrir un spectacle qu'il a fait là-bas. Et c'était trop bien, c'est génial. En plus, je fais sa promo, mais bon, il est complet. Lui, il fait les Dômes de Paris, c'est la plus grande salle. Donc c'est vraiment. Vous inquiétez pas, il a commencé par la Petite Loge. Oui, voilà, exactement. C'est ça, quoi. Merci beaucoup, Ethan Lalouz. À la semaine prochaine, on vous suit de près sur Radio J. L'introspection. Un joli grand écart à présent, avec un peu plus de sérieux, dirons-nous, avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire ça maintenant avec quelques citations, quelques phrases pour recueillir une anecdote ou un sentiment. La première. Pensez-vous, Christelle Reboul, que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Oui. Est-ce que vous pensez que le savoir, c'est le pouvoir ? Non. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ah oui. C'est ce que vous avez fait. Substituer à la réalité le rêve de la réalité même. C'était une phrase de Huysmans dans À rebours que j'ai lue et elle m'a suivie tout le temps. Cette phrase, je l'avais notée en fait sur mon mur. Je l'avais scotchée au mur. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Quand on veut, on peut. Oui. Quand on peut, on doit. Oui, bien sûr. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est de Gandhi. Oui. L'imagination est plus importante que le savoir. Oui. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bien sûr. Est-ce que vous avez une philosophie de vie ou une citation dans votre vie qui vous accompagne, Christelle Reboul ? Mais celle que je viens de donner, substituer à la réalité le rêve de la réalité même. C'est celle-là. Allez, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Vous n'avez rien à faire, Christelle Reboul, c'est la surprise. Vous étiez assises toutes les deux côte à côte et je pense que Véronique s'est tue et n'a pas voulu vous dire, puisque sinon c'est de la triche forcément. On change ses réponses dans cette émission et l'objectif c'est de vous cueillir. C'est votre portrait vu par Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour à tous, bonjour Christelle. Bonjour. Et merci pour ce joli voyage. Et je commencerai par vous avoir entendu comme la voix douceur de velours dans une volonté farouche. Alors ça commençait plutôt de manière assez aiguë votre histoire, hein, petite fille méfiante, sauvage, mais enfant vive, et au milieu d'un sacré pas toujours rigolo. Eh bien, vous en avez attrapé quelque chose. Vous avez transformé ce côté sauvage en cette volonté farouche. Vous avez épousé cette liberté dont vous nous avez offert le premier mot en vous roulant dans tout ce qu'il y avait à apprendre, en faisant des scènes avec des rôles qui sont sans doute diamétralement opposés à vous, comme cette femme dont vous avez parlé qui battait son enfant, avec quelque chose qui déborde, et peut-être que le débordement finalement, ça vous connaît quand même.
Vous avez également, vous parlez de vos outils, tenté le clown et le masque, qui sont aussi des choses extrêmement amusantes et diversifiées, et tout ce qui peut se présenter, vous l'attrapez, vous le croquez. Toujours avec douceur, car c'est ça aussi qui vient nous surprendre chez vous. Vous êtes très très féminine, on pourrait s'attendre à une voix aiguë, mais tout est très très doux. Et vous êtes une femme qui sait y faire avec le silence. Et ça, c'est pas rien dans cette vie où il faut qu'on mette des mots, qu'on occupe l'espace, qu'on mette de la grandiloquence. Et chez vous, ça s'entend, cette manière d'attraper le silence, qui vous permet sans doute de tendre l'oreille, car je vous voyais écouter Cyrielle avec une finesse et une acuité qui vous permettaient d'attraper ce qu'il pouvait se dire. Et je me disais, lorsque vous disiez avoir cherché la vérité, que c'est bien au moment où vous l'avez lâché que vous avez entendu et laissé aller cette part de mystère que vous retrouvez, que vous chopez un petit peu dans tout. Et finalement, de savoir faire avec le silence et le poids des choses, il faut pouvoir en attraper le mystère. Et c'est ce que vous avez réussi à faire dans ce que vous nous avez raconté. Et il y a pourtant chez vous toujours ce côté humble, cette pudeur, puisque vous dites « on aimerait tellement savoir faire avec la répartie et avec les mots ». Donc quelque chose d'humble quand même pour cette femme de théâtre qui a magnifié et distribué tous ces mots pendant toute sa vie. Donc effectivement, vous vous êtes promené un petit peu partout. Et la transmission est quelque chose qui vous tient à cœur, puisque vous avez dit, et ça je trouve que c'est magnifique, qu'on vous a donné de savoir là où ça vivait. Oui. On vous l'a donné, mais vous l'avez entendu. Et c'est tellement précieux que vous tentez de le rendre aux enfants ou sur scène, parce que cette vie, parfois, on a tendance à l'oublier et à la porter comme un fardeau, mais avec vous, elle vient à nouveau pétiller, s'illuminer et se faire entendre dans une très très grande douceur. Et vous dites, j'y vais au culot, je provoque la chance. Eh bien voilà aussi une manière dans la vie de ne pas s'arrêter à tout ça et de faire avec les inattendus, voire l'adversité, parce qu'on y est tous confrontés. Donc moi j'avais aussi envie de vous proposer, en plus de vos mots, liberté, prière, vie, eh bien, j'y mettrai les picotements dont vous nous avez parlé, que ce soit à l'arrière des cheveux ou ce moment où vous vibrez sur scène. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment d'une grande douceur que ça se passe à l'arrière des cheveux, puisque c'est en général une main qui passe dans les cheveux, c'est d'une très très grande douceur. Donc, je vous offrirai bien picotement comme premier mot. Et j'y mettrai aussi le sacré, qui est quelque chose qui vous porte, qui vous anime et qui laisse l'espace à l'autre. Et je conclurai avec la voix, qui est vraiment toute cette douceur que vous amenez, qui vient faire vibrer sur scène et qui donne les clés à l'autre de pouvoir en dire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Merci. Waouh, c'est difficile de répondre enfin voilà, c'est comme si vous aviez vu au travers. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio G. C'est un très beau moment, suspendu ce portrait aujourd'hui, j'ai trouvé. Oui, avec en fait ce silence et tout ce qui vient se donner. Merci pour ça. Merci beaucoup Véronique Zana. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission, Christelle Reboul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Vous êtes venus nous voir pour la pièce Les Collectionnistes de François Barluet, mise en scène par Christophe Lidon au Théâtre du Petit Montparnasse. Merci beaucoup pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez. Un petit mot de la fin. Venez voir Les Collectionnistes. Évidemment, et on écoute justement la chanson qui passe, la musique qui passe pendant que nous sommes en train de parler. Un petit mot sur l'auteur de cette musique assez merveilleuse que l'on peut écouter. Avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi, notamment dans Don Juan, où j'ai joué Elvire sous la direction de Christophe Lidon et qui m'avait aussi créé une musique qui emportait en fait le dernier monologue d'Elvire juste avant qu'elle décide de mourir.
Petite parenthèse, où est-ce qu'on prend des cours avec vous pour nos enfants ? Non, là c'est en fait je travaille avec l'institutrice de CM2 de ma fille de l'année dernière, et on monte un spectacle autour des fables de La Fontaine. Donc non, ce n'est malheureusement pas ouvert. On peut pas prendre des cours, c'est pas ouvert. Mais peut-être bientôt, on l'espère en tout cas. Ce sera avec grand plaisir qu'on diffusera ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christelle Reboul. Rendez-vous au Théâtre du Petit Montparnasse pour les collectionnistes. Merci beaucoup à Alan Lucas et Ethan Anoukayev à la réalisation aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Major Mouvement pour son nouveau livre 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Tout de suite, enfin dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Belle écoute.